Donc, bonjour, vous êtes le premier à arriver en ligne pour le webinaire, donc on va attendre un petit peu pour avoir un peu plus de monde. Et bonjour à tous. Nous attendons qu'il y ait un peu plus de monde avant de commencer l'intervention. Bon, il est 17h03, nous allons commencer l'intervention. Bonjour à tous, donc bienvenue pour cette intervention sur le gel sur le vignoble audois qui est intervenu, comme vous le savez, le 8 avril 2021. Donc cette intervention sera réalisée par moi-même, Laurent Joussin, consultant et œnologue, consultant œnologue et viticole au sein du groupe ICV sur le centre de Trèbes. Et je serai aidé en cela par mon collègue consultant sur l'Aude également en viticulture, Giacomo Pina, qui interviendra sur la deuxième partie du webinaire. Au niveau de l'organisation de ce webinaire, vous aurez à côté de l'affichage et du pilotage que vous pouvez voir à votre droite, vous aurez l'occasion de pouvoir poser vos questions au niveau du chat. Et vous avez à disposition dans un intitulé documents à distribuer, disponible, deux documents qui est une fiche technique qui a été réalisée par le service viticole de l'ICV sur le gel, et ainsi que le document qui reprend la présentation d'aujourd'hui. Vous pouvez ainsi la télécharger et éventuellement prendre des annotations pour suivre le webinaire. Concernant, au cours de cette présentation, on va utiliser une vidéo. Théoriquement, vous devez l'avoir dans un encart aussi à disposition. Vous pourrez l'utiliser et la regarder en même temps que l'on la lancera pendant le webinaire. On s'est rendu compte qu'il y avait un petit problème de son lorsqu'on l'a lancé à travers l'outil, donc vous l'aurez à disposition avec un lien pour aller la regarder sur YouTube. Donc j'ai fait le point sur les différentes modalités au niveau des prérequis pour utiliser les outils. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On fera le point en fin de formation par rapport
par rapport à toutes les questions sur le gel et ses conséquences. Alors, c'est pourquoi l'ICV a organisé, on a souhaité organiser sur les départements qui avaient été touchés par ce gel, un webinar. Les premiers webinars ont eu lieu au mois de mai et ils se terminent par celui-ci, en ce qui concerne par celui de l'Aude, en ce qui concerne les conséquences directes du gel, les différentes interventions qui sont réalisables. Il y aura d'autres webinaires sur ce thème, en particulier sur comment anticiper et gérer la vendange en 2021. Donc, comme vous le savez, un gel a touché durement l'ensemble du vignoble français. Donc oui, pardon. Le plan tout d'abord de la présentation. Donc, que s'est-il passé réellement en ce début d'avril? Quels ont été les différents impacts que l'on peut voir au vignoble et les conséquences du gel sur les aspects viticoles? Et que pouvons-nous faire comme intervention afin de gérer cette situation et de préparer au mieux les vendanges 2021, ainsi que de remettre en état les parcelles pour avoir un vignoble et des conduites de parcelles en état pour la suite des années qui vont venir. Ensuite, on terminera donc par la partie des questions et des réponses. Donc, que s'est-il passé donc, en ce 8 avril, tôt dans la matinée 2021? Donc, une vague d'air polaire est descendue du nord-est, sur la France, en traversant d'autres régions viticoles de nos voisins, dont l'Italie. Et cette masse d'air froid a envahi donc la France par le sud-est, en touchant tout particulièrement les vignobles de Bourgogne, de Côtes-du-Rhône, ainsi que les vignobles varois, et ensuite a continué sa course sur le Gard, l'Hérault et l'Aude. Elle a relativement épargné la région des PO. Et sur l'Aude, on peut dire que par rapport à nos camarades du Gard ou des Côtes-du-Rhône, on a été relativement épargné par rapport aux températures les plus basses qu'ils ont pu connaître, puisque dans certains secteurs, ils ont eu des températures jusqu'à -9 ou -10, ce qui, sur le secteur, on n'a pas eu de telles remontées et de tels retours du vignoble sur de telles températures. Par contre, cas exceptionnel pour l'Aude, c'est qu'il y a eu des gelées consécutives dans la semaine d'après, après le 8. Il y a eu une nuit entre le 12 et le 13 avril qui a touché plutôt l'ouest du département et certaines zones qui avaient été touchées sur la première vague, sur la première journée. Voilà. Donc ce gel, c'est un gel exceptionnel qui rappelle un petit peu celui de 91 qui avait touché aussi l'ensemble du vignoble français. Mais qui est très différent de ce qu'on a pu connaître ces dernières années, en particulier en 2017, où les parcelles qui avaient été touchées en 2017 avaient connu uniquement des gelées, des pousses, mais totalement partielles. Ici, on est sur un gel beaucoup plus fort. Donc, un petit rappel par rapport aux effets que peut avoir des températures basses sur les bourgeons. On est souvent sur on arrivera peut-être donc couramment on a l'habitude, excusez-moi, j'ai eu un message. Donc couramment on a l'habitude de dire qu'autour de -2 degrés, la vigne est particulièrement sensible quand les bourgeons sont encore à la pointe verte. Donc là vous avez le gradient par rapport à cette température de référence et à cet état des bourgeons, avec des températures qui peuvent détruire les bourgeons à -3 degrés lorsque le bourgeon est encore dans sa bourre, et jusqu'à -8 degrés, donc ce qui a été rencontré dans certaines zones, même de manière ponctuelle, donc sur des bourgeons qui n'ont pas du tout débourré. Et puis à -1 degré, on peut avoir des effets sur les feuilles étalées et destruction des bourgeons à ce stade-là. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête, parce que ce gel-là, bien qu'étant relativement violent, il a quand même il y a eu une certaine disparité au niveau de l'état physiologique de la vigne. Il y a des modes de conduite différents, il y a des cépages différents, des sensibilités différentes, des expositions différentes.
Et donc, on a une grande variabilité au niveau du gel et au niveau des parcelles et de l'état du vignoble suite au gel. Donc, au niveau des températures qui ont été enregistrées sur l'Aude, là, je reprends une carte qui a été publiée par la Chambre d'agriculture rapidement derrière les dégâts et les retours qu'ils ont eu au niveau du gel. Donc, on voit que globalement, toute la partie viticole de l'Aude a été touchée. Ça correspond à des températures globalement qui ont été mesurées entre 0 et -4. Souvent, les viticulteurs, au moment de commencer leur journée, on peut enregistrer ce genre de température, ces retours-là. Et -4 étant couramment la température la plus basse qui remonte assez souvent quand on discute avec eux. Ce qu'il faut noter aussi, c'est la durée de ce gel qui est un peu exceptionnelle, puisque ça n'a pas été une pointe de température comme on peut rencontrer lors des gelées blanches, avec une pointe sur un espace-temps de moins d'1 heure. Ici, ça a duré toute la nuit, une bonne partie de la nuit. Ça durait souvent plus de 3 heures. Donc, localement, c'est vrai aussi, il y a des cas de température qui ont été mesurés autour de -6, mais sont beaucoup plus rares, sur des zones qui n'étaient pas gélives habituellement. Et puis, on a une deuxième vague de gelée la semaine suivante, où là, on a peu de température. Les températures étaient nettement moins négatives, mais on est autour de -1, -2, mais sur des zones qui avaient été épargnées la première fois. Et donc, on a eu une deuxième vague qui n'a pas arrangé le problème qu'on rencontre aujourd'hui. Conséquence de ce gel sur les parcelles. Donc là, vous avez des photos qui ont été faites par mes camarades du Gard et de l'Hérault. Donc on voit sur les tailles rases, que ce soit sur des tailles guyot ou des cordons, une destruction de l'ensemble des poussins, bien souvent, totalement touchés. Mais on retrouve sur le vignoble, là ici les images sont un peu catastrophiques, mais on a souvent des images où le lendemain du gel, vous avez une photo en haut à droite qui présente justement une certaine disparité où on a des souches qui ont été épargnées, où une partie de la souche a été épargnée, où d'autres sont totalement indemnes. Et ça, on ne sait pas l'expliquer. Par contre, on voit que globalement, quand on regardait les paysages et les parcelles à ce moment-là, on voyait des effets plutôt bas-fond, des effets photos aussi, mais quelquefois à l'inverse de ce qu'on avait vu juste 5 minutes après. Donc, une grande disparité de cas. Alors, comment expliquer cela? Tout d'abord, on est sur un gel printanier qui est relativement tôt, puisqu'il y avait une dizaine de jours d'avance par rapport à une année moyenne, donc un petit peu en retard par rapport à l'année dernière, mais en avance sur une année classique. Et donc, on avait toute une variabilité de cépages en fonction de la fin de la taille, en fonction du réchauffement du sol, avec des niveaux de développement assez hétérogènes, et donc qui ont entraîné des dégâts pouvant aller de 0 à 100% sur les parcelles. Donc, globalement, c'est des cas de figure qu'on rencontrait rarement. On avait plutôt des cas jusqu'à 60, 40, 50% ou des choses beaucoup plus légères. Là, on a tout le panel avec des parcelles touchées à très peu, voire pas du tout, et des parcelles touchées de manière intense. Donc, ces dégâts sont très intenses, très étendus. On s'en rend compte, et la question qui s'est posée même, c'est vu les températures, est-ce que les bourgeons qui sont encore dans la bourre, voire ceux qui ne sont pas développés, ont-ils été gelés? On y reviendra par la suite. Et puis, les retours d'informations, en appelant les clients, en ayant des retours de terrain, on s'est rendu compte que les parties les plus touchées, c'était tout ce qui était vallée, donc cuvette, bassin. Alors, si on reprend sur l'Aude, ça va concerner tout particulièrement la vallée de l'Aude, en partant Haute-Vallée au-dessus de Limoux, jusqu'à l'embouchure, avec sur le bord de mer un effet qui était nettement atténué au niveau de l'effet du gel, mais qui était néanmoins présent. Et après, nous avons l'effet sur des vallées, sur des affluents de l'Aude, sur l'Orbieu, sur le Fresquel, sur des zones un petit peu basses, sur l'étang de Marseillette par exemple, dans les Hautes-Corbières aussi, tout ce qui est bassin et zones basses, où c'est accumulé l'air froid. Donc, on retrouve ça sur le Val de Dagne, sur la cuvette de Tuchan et de Paziol.
Donc tout ça, c'est souvent des zones profondes avec des terres fertiles et des zones très productives qui ont sûrement un impact assez fort sur le niveau de production et le niveau de récolte sur 2021. Donc on appelle ça une gelée noire, bien sûr, avec un flux d'air froid, hein, un flux d'air polaire. En conditions sèches, quand on regarde les taux d'humidité de cette air, il était relativement bas. Donc ça a accentué l'effet en plus du gel par l'absence d'humidité dans l'air. Et puis, vu que le ciel était dégagé, on peut noter que ça a été là aussi de manière modérée, mais qui a rajouté un problème au problème, si je puis dire, un effet par des gelées par radiation, qui a accentué un petit peu. C'est pour ça qu'on peut retrouver des dessus de coteaux de temps en temps qui ont été gelés, alors que la plupart du temps, c'est quand même le bas des parcelles sur les coteaux qui ont été touchés par le gel. Alors, depuis, on a eu 2 mois assez compliqués au niveau des températures. Là, j'ai repris des données récupérées sur un site InfoClimat sur deux endroits où il y a des récupérations de données météorologiques, c'est-à-dire Carcassonne et Saint-Nazaire. Donc, on voit que les températures moyennes pour le mois de mai et le mois d'avril ne sont pas très, très élevées. On note d'ailleurs qu'au mois de mai, elles étaient inférieures de 0,6 sur Carcassonne par rapport à l'année précédente. Donc, on retrouve les températures extrêmes et les températures minimales extrêmes à moins 0,9 sur Carcassonne et moins 0,4 sur Saint-Nazaire. Et là-dessus, il ne faut pas oublier qu'on sort d'un hiver très peu pluvieux et avec des mois de mars, avril et mai en déficit important par rapport aux pluies, par rapport à l'année 2020. Donc là, il est indiqué sur les données, vous voyez, il y a les millimètres qui sont indiqués et il y a des manques de pluie autour de 40, 60, 80% par rapport au même mois l'année dernière. Sur Carcassonne, par exemple, c'est sur le mois de mars, rien que sur le mois de mars, l'écart de pluie est de moins 83% par rapport à l'année 2020. Donc un contexte très différent de l'année dernière, un contexte où les températures sont basses, il y a des gelées, il y a un mois d'avril, un mois de mai très frais derrière également. Donc tout ça, c'est difficile pour remettre en route le végétal qui a été touché, d'autant plus qu'il a été touché. Donc ça a maintenu relativement ça a limité le développement et l'explosion des pousses. Ça a maintenu une certaine hétérogénéité au vignoble. Et on peut le voir sur les deux photos. C'est une hétérogénéité végétative, mais aussi sur les grappes. Et donc, avec des stades d'évolution, on peut aller très bien d'une inflorescence qui n'a pas du tout commencé sa floraison jusqu'à un début de nouaison à un stade de petit pois relativement avancé. Donc, tout ça fait qu'on se retrouve avec un vignoble avec une forte hétérogénéité végétative et quelquefois une forte hétérogénéité au niveau du stade de floraison, au niveau des grappes, liées à ces conditions climatiques un petit peu difficiles et à cette absence de pluie. Bon, depuis le début juin, bien sûr, les choses se sont rattrapées puisqu'on est actuellement dans des fortes températures avec des records qui semblent s'avancer vers des températures relativement élevées pour un mois de juin. Alors, ce qu'on a pu se rendre compte bien souvent, c'est des vignes gelées qui ne redémarraient pas. Parce que tout un tas de bourgeons secondaires, les bourgeons principaux ayant démarré, les bourgeons latents n'ont pas pu se développer. Alors ça, le contexte, c'est lié aux dégâts éventuellement du gel directement, à l'état aussi végétatif et à la capacité de certaines cépages en fonction de l'âge de la vigne, en fonction de son âge, de son parcours historique, je dirais. Elles ont du mal à redémarrer. On est même jusqu'à trouver certains jeunes cordons en TRP. Il y a eu des signalements de jeunes cordons en TRP qui ont mis 1 mois et demi à 2 mois pour redémarrer de manière significative sur des jeunes vignes de chardonnay, par exemple. Donc tout ça, la température, un effet aussi de la durée du gel qui a été long pendant la nuit. Donc voilà, des bourgeons qui ont été altérés même à des stades peu avancés au niveau des bourrements.
Mais il faut avoir un peu de confiance. Vous voyez, ça, c'est des vignes. Les photos représentent des vignes la semaine dernière hein, sur des parcelles. Vous avez à gauche une parcelle assez ancienne qui doit avoir entre 20 et 25 ans d'une Syrah, qui est une parcelle qui a plutôt un petit peu souffert, je dirais. Mais vous voyez, il y a depuis, on a un petit sarment qui s'est développé, donc qui sera difficilement utilisable pour la taille peut-être, mais voilà, tout est possible, je dirais, en attendant un petit peu. Donc, il faut savoir que sur ces vignes-là, il était sans doute urgent d'attendre, de ne pas intervenir. Et puis, vous-même sur des plantiers, donc vous avez une jeune vigne de 4 ans qui a été rabattue entre la deuxième et la troisième année. Et donc, là aussi, il a fallu attendre plus de 2 mois pour voir redémarrer certains bourgeons qui sont sur le pied en formation. Donc il fallait, voilà, il faut du temps. On n'a malheureusement pas eu de température, pas eu les pluies adéquates, mais on arrive à avoir des démarrages de bourgeons. Et puis il y a tous les bourgeons du vieux bois. Donc parce qu'on parle bourgeons souvent, et mon collègue va reprendre un petit peu l'organisation des bourgeons au niveau de la plante dans l'exposé qui va suivre. Mais souvent on parle des bourgeons du vieux bois. Quand est-ce qu'ils vont sortir? Alors il y a 2 types de bourgeons du vieux bois. Celui qui est compris dans le vieux bois depuis la taille, hein, donc qu'on a laissé au cours de la taille, en formant les pieds, en formant les cordons, en formant les pour les vignes conduites en gobelet. Donc là ici il y a alors selon le cépage, selon la vigueur, c'est là aussi des bourgeons qui vont redémarrer plus ou moins vite, selon bien sûr les conditions climatiques. Et puis ensuite, il y aura un autre type de bourgeons, ceux qui vont se différencier, c'est-à-dire les tissus du bois vont acquérir la capacité de pouvoir se transformer en bourgeons pour émettre des sarments, du nouveau bois, donc qui pourraient être utilisés pour former les souches, parce que ça sera je dirais, le grand intérêt des interventions qu'on pourra réaliser sur la vigne en cette période, c'est de pouvoir préparer la vigne à une taille, gagner du temps au niveau de la taille et pouvoir reformer un cep dans les meilleures conditions et avec la meilleure tenue par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés, c'est-à-dire de conserver des vignes en cordon, de conserver des vignes en cordon broyat, en guyot ou autre. Donc là, la photo reprend 2 sortes de vignobles et de vignes. Hein. Vous avez à droite un cépage qui est peu enclin à reformer, surtout quand il a un petit peu souffert des bourgeons sur le vieux bois. Donc ça, c'est une vieille Syrah, vue aussi tout à l'heure. Et puis à côté, c'est une souche qui vient, c'est une photo qui vient du Var. Je ne connais pas le cépage, mais il faut savoir que certains cépages comme le merlot ont des capacités à refaire des pampres et avoir un développement des yeux du vieux bois. Et là-bas, il y a un cépage qui est très connu pour ça, où on est obligé de faire deux ébourgeonnages consécutifs quasiment entre 2 et 3 semaines pour les ébourgeonnages. C'est le Tibourin, qui est un cépage traditionnel de la zone et qui, si je devais signer pour un nom pour la vigne que l'on voit dans la photo de droite, je dirais que c'est peut-être celui-là, parce que c'est des vignes, c'est un cépage qui a énormément des yeux de départ des yeux du vieux bois en saison. Donc voilà depuis où on en est. Donc je vais laisser la parole à mon camarade qui va vous présenter la suite de l'exposé et quelles sont les différentes interventions qu'on va pouvoir faire en fonction des différents types de bourgeons et des différents modes de conduite. Et ensuite, je reprendrai la main pour les questions. Donc Giacomo, je vais te donner la main. Merci. Merci Laurent et bonjour à tout le monde. Voilà, donc je reprends la main si tu peux me passer. Ok. Bon, voilà. Donc c'est bon, voilà, tu vois mon écran, voilà. Voilà, donc on va parler un peu des différentes interventions à faire pour suite aux dégâts des gelées. Et on va parler d'abord des différents types de bourgeons et après comme gérer les différents types de tailles, donc le gouillot, les cordons, les gobelets et la gestion des plantiers où on va lancer quand même une vidéo qui a été faite par notre collègue Dougar, Bernard Juvenet, qui est très bien faite et très synthétique. Voilà. Et après, on va parler autour des différentes techniques pour favoriser la reprise. On va démarrer
d'entrer avec les différents types de bourgeons. Donc, si on veut faire en fonction de l'âge des bourgeons, on peut partir avec les bourgeons des plantes, aux bourgeons qui donnent lieu aux entrecœurs. Donc, c'est les bourgeons qui sont formés l'année même et qui vont produire, dans certains cas, des crampillons. Voilà. C'est le cas souvent des cépages comme le Cabernet Sauvignon, par exemple. Après, sous les yeux, donc sur le bois de l'année, on a ce qu'on appelle les bourgeons latents, voilà, qui viennent des yeux francs. Et on distingue les bourgeons primaires qui sont pratiquement positionnés ici, voilà, et les bourgeons secondaires qui sont les contre-bourgeons, voilà, qu'on peut le retrouver ici, voilà. Qui sont moins fertiles, mais quand même qui sont capables de produire des grappes. Leur fertilité est variable, notamment en fonction des cépages, mais il faut savoir qu'ils peuvent produire des grappes. Et souvent, cette année, ce qui s'est produit, c'est que ce sont les bourgeons secondaires qui ont produit des grappes, voilà, sur des vignes qui ont été touchées par le gel. Après, on a les yeux donc basilaires qui sont en fait à la base des coursons, donc ici, dont on peut voir le bourillon, qui est quand même le bourgeon qui est situé vraiment à l'aisselle du courson. Et après, on a bien sûr les bourgeons de la couronne, hein, qui sont, comme le bourillon, des bourgeons pas du tout fertiles ou peu fertiles. Et enfin, on a les bourgeons qui partent du vieux bois. Et là, comme Laurent, mon collègue, a expliqué précédemment, voilà, on a deux types. Celles qui sont d'origine cryptique, en fait, sont des bourgeons à la base secondaire ou primaire ou tertiaire qui n'ont pas débourré, voilà, qui sont restés latents. Et bien, fort à mesure que le bois a vieilli, donc le bois d'un an est passé à bois de 2 ans, 3 ans, et bien, ils sont restés là et ils sont latents. Et donc, ils n'ont pas démarré parce que si la taille est bien équilibrée, donc il y a un rapport entre longueur de la taille et vigueur qui est équilibré, normalement, ils ont tendance à pas débourrer. Voilà. C'est-à-dire que bon, si on laisse, par exemple, une taille si on fait une taille très sévère sur des vignes vigoureuses, ben, on peut se retrouver à faire démarrer tout ce type de bourgeons avec les yeux de la couronne, etc. Et après, on a les bourgeons qui sont issus de la différenciation du vieux bois, donc qui dérivent en fait de la différenciation du vieux bois qui va former des bourgeons. Ce qui est important, c'est que ce type de bourgeons sont normalement pas fertiles. Et normalement, ils peuvent être fertiles l'année d'après. Donc, dans ce cas-là, ce type de bourgeons, des rameaux, pourront donner lieu à des bourgeons fertiles en 2022, à condition qu'ils soient relativement bien développés et, au stade de l'induction florale, donc à peu près à cette période-là, pour pouvoir justement former les petites grappes pour 2022. Donc là, sur cette diapositive, on voit les différents types de bourgeons en réalité, qu'est-ce que ça donne en fait, vous voyez ici, on a un cordon qui a été complètement gelé et donc c'est le bourgeon du vieux bois qui démarre. Ici, en haut à gauche, on a le départ du bourillon sur une baguette, sur une souche qui a eu la baguette entièrement gelée. Et après, vous voyez ici au centre, on a typiquement le cas qu'on peut retrouver cette année, où vous avez pratiquement le courson, donc le rappel qui est complètement gelé. Et donc, on a les yeux de la couronne qui sont développés, sur lesquels, vous voyez, on a des petites grappes, voilà, qui sont souvent des dimensions plus faibles par rapport aux grappes des bourgeons primaires, hein, comme les grappes des bourgeons secondaires, mais bon, qui peuvent représenter, peuvent quand même participer à la production de l'année.
Dans ce cas spécifique, voilà, ce serait l'idéal, une fois, c'est plutôt à cette période-là qu'on le fait, où on a déjà relevé la végétation, on pourrait éventuellement supprimer ces deux rameaux, justement pour favoriser la pousse des rameaux qui vont nous servir cet automne pour créer éventuellement la baguette et le courson. Maintenant, pour entrer un peu plus dans le détail des différents types de tailles, on peut voir bon, un guyot qui n'a pas été gelé. Voilà, souvent, on en trouve cette année. Il y a des secteurs qui ont des parcelles qui n'ont pas du tout été gelées, donc il n'y a aucune intervention à prévoir. Après, il y a des guyots qui ont été partiellement gelés. Et c'est le cas, ont été partiellement gelés et sur lesquels il n'y a pas forcément besoin d'intervenir parce que, comme vous pouvez voir, au niveau du courson, il y a le bourgeon secondaire, donc le contre-bourgeon qui a démarré. Voilà, donc, on a un bourgeon primaire qui n'a pas été touché, donc qui a démarré. Donc, on peut éventuellement former la baguette à partir de là l'année prochaine. Et comme vous pouvez voir, il y a quelques bourgeons qui ont été gelés. Mais à la base, donc à la base de la baguette, il reste quand même des rameaux. Donc ça, c'est typiquement un cas d'une parcelle. Si elle a une vigueur normale, etc., il n'y a pas besoin d'intervention. Parce que le bois, cet automne, on pourra quand même, même si on n'aura pas énormément de choix, mais on pourra quand même trouver du bois pour créer, pour former pour la taille de l'année 2022. Après, il y a le cas des gels partiels, par contre, où on a pratiquement les bourgeons des coursons qui sont presque complètement gelés. Et on a surtout les bourgeons du bout de la baguette, donc de la deuxième moitié de la baguette périphérique, qui sont très développés. Ça, on le voit souvent cette année. Et par acrotonie, en fait, on peut dire que ce type de bourgeons vont monopoliser, en tout cas, la sève va partira des préférences vers des bourgeons par le phénomène de l'acrotomie. Donc, dans ce cas-là, pour favoriser justement la pousse des bourgeons, soit du bourillon, soit des bourgeons secondaires ou des bourgeons de vieux bois qui nous serviront pour former la baguette et le courson l'année prochaine, il vaut mieux éliminer la baguette. Donc, c'est privé d'éventuellement quelques grappes qui a poussé. Mais dans ce cas-là, on assurera quand même la formation on aura du bois pour tailler l'année prochaine. Tandis que si on laisse la baguette, on aura, en fait, ces rameaux-là vont tellement se développer qu'ils vont empêcher, ou en tout cas réduire fortement la vigueur sur cette zone-là. Donc, on manquera de bois pour l'année prochaine. On a aussi des cas de gel total où là, il faut raisonner. Il y a des cas où l'intervention, comme par exemple ici, est évaluée souche par souche. Sur ces souches spécifiques, comme une grosse partie des bourgeons de la baguette sont complètement gelés, bon, naturellement, la vigueur, ça va se concentrer sur la partie qui nous intéresse pour former du bois pour l'année prochaine. Mais là aussi, l'idéal, c'est de bourgeonner manuellement et de sélectionner souche par souche, en fait, les bourgeons à garder pour favoriser la vigueur, canaliser la vigueur sous le bois nécessaire à la formation des baguettes ou des coursons. Voilà, sur le terrain, ça donne ça. Pratiquement, on a un cas où effectivement, ici à gauche, il faut éliminer la baguette justement pour favoriser la pousse des bourgeons du vieux bois ou du bourillon. Voilà. Ici, c'est plutôt des parcelles qui sont gelées, qui sont gelées partiellement, dont une partie est sur la base de la baguette. Donc, j'aurais plutôt tendance à laisser
la vigne dans cet état. Par contre, là, vous voyez, baguette complètement gelée avec une vigueur, avec des parts un peu partout. Donc ici, l'idéal serait vraiment de canaliser la vigueur sur le bois qui nous servira pour former baguette et courgeon à cet automne. Ici, vous avez un autre cas sur une vigne qui est relativement vigoureuse, hein, où la baguette a été partiellement gelée, mais il reste suffisamment de bois sur cette partie-là pour former le courson et la baguette l'année prochaine. En anticipation du gel, en plus ou en alternative aux techniques qui ont été utilisées cette année, comme la production des fumées, l'inondation des parcelles dans certains secteurs, on ne parle pas de brassage de l'air parce que c'est quand même une technique qui est relativement chère et, à ma connaissance, très peu utilisée dans la région. On peut utiliser, si on taille un guyot, la technique de laisser deux baguettes. Une baguette qui est attachée et une baguette qui reste, qu'on laisse à la verticale. Et donc, en profitant de l'effet d'acrotomie qui va brider en fait le débourrement des yeux qui sont sur la baguette horizontale et des premiers yeux de cette baguette-là, verticale, on pourra éventuellement retarder le débourrement et donc rendre moins sensible la souche au gel. Après, une fois passées les périodes de gel, la baguette peut être, la deuxième baguette, la baguette verticale peut être facilement coupée, donc en faisant une taille à deux yeux et avec un seul coup de sécateur. Donc ça peut être intéressant comme technique. En ce qui concerne les cordons, on a pareil, en fonction du degré des dégâts, on peut avoir soit des cordons qui ne sont pas touchés, des cordons qui sont partiellement touchés, mais sur lesquels il n'est pas nécessaire d'intervenir parce que en fait, on a pratiquement les bourgeons de vieux bois qui ont poussé ou des bourgeons secondaires, des bourgeons primaires qui sont restés, et donc on a de quoi remplacer ou en tout cas réformer les coursons. On peut avoir aussi des cas où le gel a été partiel mais très fort au total, où pratiquement là c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas la possibilité de former, on risque en fait de perdre les bras, hein, de perdre toute la partie productive centrale de la souche. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux passer et bourgeonner, privilégier les bourgeons, donc les sarments ou en tout cas les rameaux qui sont bien positionnés pour former à nouveau les bras. Parce que si on laisse la situation comme ça, ben, en fait, ça va répartir un peu partout et ce qui va prendre le plus de vigueur, c'est la partie en fait aux extrémités des bras. Donc, surtout éviter si on veut on veut penser à la pérennité de la vie. Ça, c'est les cas qu'on vient de citer, voilà, avec un courson complètement gelé. Donc, on va réformer le courson, je le rappelle, à partir du vieux bois. Ici, c'est le cas qu'on vient de voir où on a surtout la végétation sur les extrémités des bras. Donc, l'idéal serait d'utiliser en fait les bourgeons qui sont mieux placés, par exemple celui-là, pour réformer entièrement le bras. Après, on a le cas du gobelet, où pratiquement on voit le gobelet est formé des bras et chaque bras on a un courson. C'est celui peut-être qui est je dis pas le plus facile, mais le moins compliqué à gérer, parce que on trouvera dans le cas des jets partiels, on trouvera toujours une manière de réformer le courson ou le bras, soit avec les yeux de la couronne, soit des bourgeons secondaires, soit avec des bourgeons qui dérivent de vieux bois. Comme c'est le cas ici, on pourra utiliser celui-là
pour réformer ce bras-là, par exemple. Et bon, en tout cas, dans ce cas-là, il ne faudra pas intervenir, on pourra intervenir directement à la taille. Après, on a des cas où les souches ont été entièrement gelées, où il faudra quand même intervenir à cette période-là pour justement canaliser la vigueur et essayer de réformer les bras et les coursons. Ça, c'est typiquement, c'est la même photo qui a montré Laurent, où on voit pratiquement, c'est pas un gobelet, mais c'est un roya qui est très vigoureux, où il y a pratiquement des éparses de vieux bois partout. Donc, si c'est le cas classique où il faut canaliser la vigueur justement pour réformer, dans ce cas-là, il faudra réformer les coursons. Après, je vous invite à cliquer sous la vidéo. Bon, je vais la lancer, où on voit que ça permettra de. Oui, alors Giacomo, apparemment, de ils lancer. n'ont pas accès au lien. Donc, je suis en train de OK, mettre le lien dans le chat et de l'envoyer à tout le monde. d'accord. Je vais quand même le lancer. Alors, on va attendre que tout le monde puisse cliquer sur le lien. Voilà. Dis-moi Voilà, quand, j'envoie le chat. quand je. 2 petites secondes et puis tu peux y aller. Voilà, OK. Allez, on y va. Donc, vous allez voir les images. Vous n'allez pas voir, vous allez avoir le son. Il y a une règle de base en viticulture qui est de ne pas garder des structures en formation qui ne seraient pas adéquates à la durée de la vigne. C'est-à-dire on ne garde pas un tronc qui ne permet pas de former des bras au bon endroit et on ne garde pas des bras qui auraient des fenêtres, qui seraient déstructurés, trop maigres, parce qu'ensuite c'est durant toute la vie de la vigne qu'on va garder ces défauts-là. On voit que les démarrages ne se font pas, ou en tout cas ils se font au mauvais endroit. Donc, je suis contraint de repartir à l'étape à laquelle j'en étais l'année dernière, c'est-à-dire de former un nouveau tronc. Ce nouveau tronc qui est ici, je vais venir sécuriser ce tronc parce qu'il ne faut surtout pas qu'il casse. Dès que celui-là sera sécurisé, je pourrai venir nettoyer ici. Ici, je peux déjà l'enlever. Je ne le peux pas. Le coup de sécateur pour enlever cette partie pérenne, on peut le mettre maintenant ou plus tard. De toute façon, il ne viendra pas. Donc, en intervenant maintenant, on a encore une chance de se retrouver l'hiver prochain au stade auquel on se serait retrouvé s'il n'avait pas gelé. On voit que les sarments qui étaient partis ont été détruits par le gel. Et puis dans ce cas-là, on n'a aucun démarrage. Conséquence, on a là une partie de fenêtre sans sarment qui va s'installer pour toute la durée de la vigne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir reformer cette baguette à nouveau. Il se trouve que là, on a un démarrage un petit peu haut, mais dans cette situation, il va falloir accepter de faire quelques compromis. Et ici, on a un sarment pour former la deuxième baguette. Donc, on va favoriser la croissance de ces sarments-là. On va nettoyer ce qui est reparti dans le tronc. Ça ne nous servira plus. On va quand même en garder 2, même si celui-là est plus petit, en secours, parce que là, rien n'est sécurisé. Si on a un coup de vent, on risque d'avoir de la casse. 3 sarments vont partir, peut-être 4. Lorsqu'on pourra sécuriser l'ensemble dans les fils releveurs ou par des attaches selon les situations, et bien on
Et bien voilà, la vidéo est terminée. Laurent, je ne sais pas si tu m'entends. Et le son n'a pas été, même l'image pour moi a été très saccadée et le son n'était pas bon, surtout sur la fin. Donc chacun a le lien et pourra regarder la vidéo à tête reposée. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous invite à donner quelques infos sur vous. Il y a eu un problème. Un petit peu plus sur les participants. Vous pouvez nous inscrire dans le. Voilà. Donc, bon, voilà. Donc, je reprends la main. Voilà. Donc, la vidéo, on a vu la vidéo. Donc, là, comment gérer en fait les plantiers. Voilà. Donc, tu vois les diapos? Oui, c'est très bien. Ok, parfait. Voilà, donc, intervenir sur les plantiers, donc, bon, comme il a dit mon collègue Bernard, c'est en fait sur les plantiers, je pense que c'est une priorité d'intervenir cette année parce que c'est là qu'on joue la pérennité des vignes qui n'ont pas encore produit, donc il faut faire cette année l'effort pour éventuellement avoir à répartir sous de bonnes bases cette année. Ouais. Donc, et pour favoriser la reprise, jusqu'à maintenant, on a vu qu'il y a des opérations manuelles, des bourgeonnages et éventuellement des tailles qu'on peut utiliser pour favoriser, pour canaliser la vigueur. Mais ce qui est important cette année, c'est surtout, voilà, réduire la compétition hydrique azotée entre vignes herbes. Voilà, donc bien gérer l'herbe pour éviter toutes sortes de stress hydriques parce que la vigne elle a pris du retard. Donc c'est vrai qu'avec les chaleurs qu'on commence à voir, on a au mois de juin, voilà, la vigne va en partie rattraper ce retard, mais on a eu quand même un mois de mai très froid, donc la végétation jusqu'à 2 semaines mais n'avait pas trop poussé, donc on est en retard. Donc il faut essayer pour avoir une bonne aussi induction florale d'aider au maximum la vigne pour reprendre. Et ça, on peut le faire en évitant la concurrence de l'herbe. Si on a mis de l'engrais au sol, il n'y a pas besoin forcément d'apporter plus d'engrais parce que si la vigne a été gelée, donc la production est impactée. Donc la vigne utilisera moins d'azote pour la production, mais il va l'utiliser principalement pour la formation de bois. Donc il n'y a pas besoin de faire un autre passage avec de l'engrais, sauf si on se retrouve avec des vignes qui sont particulièrement faibles, qui à la base étaient des vignes qui avaient une faible vigueur. Et donc, dans ce cas-là, il faudra quand même les aider avec des apports azotés, principalement des apports foliaires. Je pense qu'ils sont super efficaces si besoin. Hein, mais il n'y a pas besoin de surfertiliser pour accélérer. Donc, fondamental sera en fait la gestion de l'irrigation cette année parce que, comme Laurent a dit au début de la présentation, voilà, il y a eu très peu des pluies cet hiver, donc on a quand même, dans la plupart des départements, on est en situation de déficit hydrique. Donc il faudra arroser pour ceux qui n'ont pas encore commencé l'arrosage et qui ont la possibilité d'arroser. Voilà, il faudra commencer à arroser bientôt. Et surtout, il ne faudra pas négliger les traitements phyto. Parce que c'est vrai que bon, cette année, on aura moins de production. Il y aura peut-être pas forcément les grappes à protéger, mais il y a tout le feuillage et les bois qu'il faut protéger parce que notamment des maladies comme l'oïdium, hein, une fois qu'ils sont installés dans la parcelle, et bien, après, c'est difficile de s'en débarrasser, surtout sur des cépages sensibles. Donc, c'est vrai que
c'est fondamental, sera fondamental cette année de quand même maintenir un certain niveau de production, de protection. Soit avant les vendanges, mais aussi après les vendanges, parce que comme on est en retard sur le développement, il faudra quand même essayer de garder le plus longtemps possible le feuillage, justement pour avoir des bois, des bons diamètres qui pourront éventuellement être utilisés pour réformer les souches. Voilà. Donc, cette gel-là, il aura sûrement un impact sur la taille de l'année prochaine, sur le temps qu'on passera pour tailler les parcelles et sous les besoins d'information, parce que il faudra quand même bien former, bien expliquer éventuellement aux prestataires comment tailler les vignes. Voilà. Et il aura bientôt, on le verra à la vendange, quand même un effet sur l'hétérogénéité de la récolte. Parce que, comme Laurent vient de dire, sur la même souche, on peut trouver des rameaux qui sont au stade des noisons et éventuellement au stade des boutons floraux séparés. Donc, il y a bien 15-20 jours de décalage entre un rameau et l'autre de la même souche, des fois. Donc, des vendanges qui sont souvent difficiles à organiser parce qu'il faudra gérer cette hétérogénéité. Pour être des efforts supplémentaires à faire dans le cas des sélections parcellaires. Et sûrement, il faudra multiplier les contrôles de maturité pour être sûr des degrés, parce qu'on peut se retrouver avec un degré moyen qui sera tout à fait correct, mais avec des raisins à 14-15 et d'autres qui pourront être même pas à 12. Donc, il faudra faire attention à l'hétérogénéité aussi de la récolte. Moi, Laurent, de mon côté, j'ai terminé ma partie. Donc, je te fais reprendre la main pour éventuellement des questions. Laurent? Donc, oui, je suis là. Ouais. Je vais te retransmettre la question de la part de Marie-Emmanuelle. Donc, par rapport à la question, c'est midili ou comme acide foliaire. Donc, quoi? Demande Attends. Midili ou comme acide foliaire. Donc, je ne sais pas dans quel contexte c'était, donc j'ai redemandé de préciser la question. Donc, oui. Je pense que c'est par rapport aux engrais foliaires, j'imagine. Par rapport aux engrais foliaires. Mais je n'ai pas compris la question. Hein. J'ai pas compris. J'ai compris acide foliaire, hein, mais je n'ai pas compris la. Aide foliaire, pardon. Aide foliaire. Ah, aide foliaire. Ben, Voilà. les aides foliaires, déjà, ce qui concerne les engrais foliaires, je pense que là, 2 semaines après les gelées, même s'il y avait quelque chose qui démarrait, c'était pas la peine de mettre de l'engrais foliaire parce qu'il faut quand même un minimum de feuillage et surtout, il faut compter que jusqu'à à peu près à la veille de la floraison, la vigne, en ce qui concerne l'azote, utilise les réserves principalement. Hein, sauf des cas où la vigne est extrêmement faible. Hein. Donc, les engrais foliaires, c'est c'est surtout maintenant qu'il faut les utiliser, des engrais foliaires, bien sûr à base d'azote, mais aussi en fonction, on commence à avoir les premières carences, surtout sur des vignes qui sont gelées, on commence aussi à avoir des carences en potasse, en magnésium. Donc, il s'agirait de regarder les cas spécifiques, mais les engrais foliaires, c'est maintenant là le moment où il faut commencer à les utiliser. Voilà. J'avais une autre question, c'est par rapport à des gens qui ont des choix à faire entre les différentes parcelles, quel serait le choix principal et l'organisation dans les choix des travaux pour intervenir? Alors maintenant, pour certaines choses, c'est un peu tard, mais voilà, sur quelle parcelle j'interviens en premier, si j'ai de la compétence, si j'ai du temps, si j'ai des moyens. Et voilà. Ça, c'est vraiment
il y a certains cas où effectivement il faudra faire des choix parce que la surface impactée par le gel a été quand même importante dans le cadre d'un domaine, d'une exploitation. Donc, il faudra faire des choix. Et moi, j'ai donné la priorité à tout ce qui est plantier, aux jeunes vignes en formation parce qu'elles représentent le futur de l'exploitation. Et en fait, c'est celle-là, ces vignes-là sur lesquelles je ferai les interventions en premier. Après, tu dis c'est un peu tard. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Sur certains cas, oui, c'est vrai, on a encore, peut-être c'est un peu tard pour faire des interventions. En tout cas, c'est pas tard, c'est que les interventions vont être un peu plus chères parce que ça va demander un peu plus d'heures à l'hectare. Mais dans certains cas, on peut vraiment démarrer les opérations des bourgeonnages et en tout cas des gestions de la partie en verte, des opérations en verte que maintenant, voilà, parce que jusqu'à il y a une semaine et demie, 2 semaines, il n'y avait rien qui avait poussé. Voilà. Donc c'est à partir de là qu'on peut intervenir. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, je donnais la priorité surtout aux jeunes vignes, aux plantiers, aux vignes qui ont de l'avenir. Après, par exemple, le cas des vieilles souches, comme tu les as montrées, où il y a pratiquement rien qu'à pousser, bon, ça, c'est des vignes où je pense que pour moi, ce ne sont pas des vignes prioritaires. Hein. Ok. Très bien. Et après, donc, j'ai pas beaucoup d'autres questions. J'ai une remarque à un certain moment, au moment où tu parlais des bourgeons latents. Alors, je ne me souviens plus du contexte, malheureusement, mais il y avait une remarque qui disait, pas sûr que les bourgeons latents redémarrent actuellement. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Les bourgeons latins, bon, après, là, maintenant, c'est un peu, voilà, si on peut dire que s'il y a des choses qui doivent démarrer, eh ben là, je pense que justement, je disais que c'est le moment de faire les opérations, c'est maintenant parce que s'il y avait quelque chose qui devait démarrer, voilà, il aurait fait. Elle aurait fait. Voilà. Donc là, on aura éventuellement les rameaux, on pourra faire des opérations inverses. Après, les bourgeons latents, voilà, les contre-bourgeons, c'est sûr, ils vont pas redémarrer maintenant. Voilà. S'ils n'ont pas démarré maintenant, c'est qu'ils ont été grillés lors des gelées. Par contre, ceux qui prennent du temps, par exemple, à redémarrer, c'est les bourgeons de vieux bois. Ça peut mettre énormément de temps à redémarrer. Et donc, c'est aussi en fonction de ça que on pourra c'est en fonction du temps qu'ils ont mis à redémarrer et de la vigueur qu'ils vont avoir que seront capables de produire des bourgeons, des œufs à fruits fructifères pour l'année prochaine. Voilà. Ok, très bien. Moi, je rajouterai une partie sur le sujet par rapport à justement aux interventions. On voit de temps en temps des parcelles où l'objectif c'est de dire je vais pas la toucher, je laisse faire. C'est souvent des jeunes vignes et je verrai à la taille. Donc là, quand on regarde un petit peu la configuration des parcelles, souvent on se dit que des gens partent sur 2-3 ans avant d'une remise en forme homogène et qualitative de la parcelle. Alors que des interventions peut-être ponctuelles actuellement ou il y a 15 jours permettraient déjà d'alléger un peu le travail pour la taille et la réflexion au niveau de la taille et d'avoir je dirais, une certaine homogénéité au niveau des parcelles. Je pense en particulier à tous ces redémarrages sur des plantiers à la base du tronc qui a été formé et où les sarments se baladent et ils sont à la merci du vent, des interventions au niveau de la vigne. Et là, s'il y a de la casse, on repart à zéro. Donc c'est un petit peu dommage. Donc il faut passer, même si c'est un petit peu compliqué. Voilà. Oui. Et c'est surtout, Laurent, aussi autre chose qu'il faut dire, c'est que si on n'intervienne pas, en fait, on va voir des bois qui auront, en fait, la vigueur de la souche, on peut pas la augmenter comme ça. Voilà, la vigueur de la souche, des fois, il faut des années pour augmenter la vigueur.
Et même en mettant de l'engrais, des fois, la réaction, elle n'est pas immédiate. Et donc, l'idée, c'est de concentrer, de canaliser la vigueur sur les parties, donc le bois qui doit rester, le bois qui va devenir un bois qu'on doit garder pour l'année prochaine. Donc, si on ne fait aucune intervention, en fait, on va se retrouver, tu as dit le cas de plantier, mais c'est le cas aussi de certains bio, où pratiquement la vigueur va être partagée entre différents rameaux qui font des bois très fins et qui ne seront pas aptes en fait à être conservés pour faire les coursons, les baguettes par exemple. Donc c'est aussi une répartition de la vigueur qui est importante. C'est pour ça qu'il est important de faire des opérations même maintenant. C'est pas trop tard. Alors oui, j'ai encore une remarque. Il y a parfois des liaisons du cambium libéroligneux et subérophélodermique phloème et xylème. Oui, c'est vrai. Je pense que Olivier parle par rapport au gel. Et donc, que ça peut limiter quelquefois la… Voilà. Il répond oui, donc voilà. Donc c'est vrai qu'il y a eu sur des baguettes relativement fines ou sur des températures qui ont duré un peu longtemps à des températures relativement basses, un effet sur la sève. Et là, quand la sève est touchée, c'est vrai qu'on est obligé de repartir. Voilà, on est obligé de repartir à zéro quasiment et trouver une solution. C'est plus ou moins compliqué selon le type de taille aussi. Ça va être souvent plus facile de reformer un bras d'un gobelet que de travailler sur un cordon qui a perdu l'ensemble de bras. Voilà. Oui, l'ensemble de bras parce que tu perds en fait, voilà, après, même du point de vue spatial, tu perds par exemple, tu perds toute la partie centrale, la production de la partie centrale. Donc, même si tu allonges le cordon, ben, les cordons, ils risquent de se chevaucher, voilà, entre une souche et l'autre. Voilà. Si tu allonges le bras et si tu ne le réformes pas. Donc, bon, voilà. Donc, c'est aussi une question de place. Merci Giacomo. A priori, on a plus de questions, plus de remarques. Je voulais remercier tout le monde d'avoir participé à ce webinaire. Comme je l'ai dit en introduction, on a d'autres interventions sur le thème le gel et ce qui va se passer, en particulier la préparation des vendanges. Donc là, vous serez convoqué et invité à venir participer à un nouveau webinaire dans les semaines qui viennent. Donc je vous remercie. Merci Giacomo. Merci à tous. Merci à tout le monde.